Absolument que l'approche projet obéit à un canevas standard, absolument que c'est de la méthodologie. Donc, il existe une méthodologie de pilotage de projet. L'une des choses sur lesquelles nous voulons mettre à ça aujourd'hui, c'est comment amener, nous, les managers, à passer de, on va dire, du gouffre quotidien à un pilotage plus structuré parce que nous savons exactement les projets que nous sommes en train de mettre en œuvre pour atteindre des caps significatifs précis, pour réaliser des niveaux d'objectifs précis. Et c'est d'ailleurs ce que je m'en vais voir avec le cas pratique que nous allons voir maintenant et tout de suite, si tu permets. Je vais prendre quelques 10 minutes environ pour répondre à ça, espérant que suite à ça, j'aurai donné réponse à la question posée par, donc, du coup, Joe m'a demandé si je ne me trompe pas. Rostand. On va y aller. Rostand. Voilà, Rostand. Allez, donc, parfois, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer en général, c'est que en tant que manager, nous nous retrouvons très embourbés dans le quotidien. On a la tête sous le corps, nous aimons bien le dire. Pourquoi? Parce que parfois, nous oublions où nous avions décidé d'aller. On n'a pas de feuille de route. On n'a pas de feuille de route, n'est-ce pas? Donc, on dit souvent, qui va loin ménage sa monture. On signifie que la personne fait de la préparation, de la structuration. Et on dit souvent qu'un plan bien huilé, même si nous ne mettons pas de plan, un plan bien huilé, eh bien, c'est 99% de chances de marcher et que lorsqu'on n'a pas de plan pour réussir, on a absolument, consciemment ou inconsciemment, un plan pour échouer. Donc, l'idée ici, c'est très simple. C'est qu'en tant que manager, je puisse m'assurer de ce que je ne démarre pas en sachant exactement quelle est ma feuille de route. À quoi ressemble une feuille de route? Une feuille de route va ressembler un petit peu à ce que nous avons affiché là. Je peux décider d'avoir cette feuille de route sur 18 mois, ou bien pour le compte de 2024 et 2025. Maintenant, je sais exactement quelle est mon ambition. À supposer par exemple que je suis le directeur du centre de formation d'une entreprise et que je viens de prendre la tête de l'entreprise, eh bien, je dois, de l'unité, de la direction en question, donc je dois savoir exactement comment je compte impacter significativement eh bien, cette entité. Et il y a des questions à se poser auxquelles on va aller tout de suite dans un cas pratique que je vais faire avec vous. Entre-temps, je vais voir de façon graduelle, comment je vais granuler ou disséquer, hein, mais mon ambition en des objectifs ou encore euh, indicateurs de performance. Et ces indicateurs de performance seront, si j'ai réussi à atteindre ces objectifs-là, j'aurai réalisé l'ambition. Ensuite, je vais me demander quel projet, quelle série d'actions, on appelle ça un projet, qui exécuté permettra entièrement ou partiellement de réaliser mon objectif. Exemple, ramener le délai de réalisation des projets à J plus 5 maximum. N'est-ce pas? Eh bien, donc pour pouvoir réussir à faire ça, eh bien, j'ai un projet manager pilote. Ou par exemple, on va engager une série de formations, de dispositifs à déployer qui permettront à ce que les projets que les gens, la plupart des gens qui ne savent pas piloter les projets actuellement, qui traînent sur les projets puissent améliorer la vie. Donc, vous voyez, le projet ici est connecté à l'indicateur de performance ou à l'outil prioritaire qui, réalisé, permettra de pouvoir, n'est-ce pas, eh bien, atteindre ou réaliser l'ambition managériale de départ. La question importante qu'on va se poser ici, c'est de savoir comment on en arrive là. J'ai eu la chance de travailler aujourd'hui avec un manager financier à faire exactement le même exercice. Donc, je vais tout simplement vous partager le retour d'expérience avec vous. On va y aller. Je vais aller dans Word et j'y suis. Et voilà. Alors, donc, le point de départ sera de formuler, n'est-ce pas, l'ambition. Mais avant de formuler l'ambition, on va procéder à ce qu'on va appeler ici l'état des lieux. Donc, j'étais donc du coup avant de formuler l'ambition, de définir son ambition en tant que manager, à quoi on va connecter on va dire des milestones, des KPIs, des indicateurs de performance, on va dire, il faut donc du coup faire l'état des lieux. Okay? Et l'état des lieux revient à se poser des questions basiques telles que quelles sont les difficultés auxquelles mon entité ou bien mon département, n'est-ce pas, est confronté aujourd'hui. Je suis un directeur financier. Okay? Qu'est-ce que nous n'arrivons pas à faire? Qu'est-ce que la direction générale, la direction financière, la direction audit groupe nous reproche en général? Quels sont les indicateurs que nous n'arrivons pas à atteindre? N'est-ce pas? Exemple, nous réalisons les clôtures de comptes avec du retard. Le manager principal est le seul à pouvoir analyser efficacement les comptes. Il y a des erreurs récurrentes dans les écritures passées. La relation avec la banque doit être mieux huilée. Les rendements de nos placements ne sont pas satisfaisants.
Si le manager principal démissionne ou n'est pas là, il n'y a personne, par exemple, pour le remplacer. Nous subissons régulièrement des tensions de trésorerie. Il y a des périmètres que je ne maîtrise pas, moi, en tant que DAF, OK, et en tant que responsable, ou BRAF, ou pour lesquels nous n'avons pas des collaborateurs de qualité ou qualifiés. Nous avons de la difficulté sur les sujets relatifs à la réassurance, par exemple. Nous avons de la dépendance à l'égard du DG par rapport à plusieurs aspects. Les paiements ne sont pas toujours effectués dans les délais et avec la qualité recherchée, avec beaucoup de chèques retournés impayés et des interviews des bénéficiaires qui sont insatisfaits. Vous voyez, donc cette première question permet de faire l'état des lieux. L'idée ici, c'est que je fais partie des enjeux de mon entreprise ou de ma direction ou de mon département pour donc du coup dire, OK, vu cet état des lieux, quelle est mon ambition? Quel est le nouveau visage que je vais donner à mon entité? De quoi on se plaint et je verrai plus qu'on s'en plaît. Qu'est-ce qui ne marchait pas que je veux voir marcher? N'est-ce pas? Eh bien, donc, cela va conduire à un deuxième niveau de question. Le deuxième niveau de question va être, par exemple, quelles sont les 3 à 5 améliorations que tu veux, ou que tu dois apporter à l'unité ou au département que tu diriges actuellement. À quel aspect de ton dispositif tu dois apporter des améliorations claires, une sorte de reformulation. Exemple, sur la base de ce qui ne marche pas, de l'état des lieux, on va dire non satisfaisant qu'on a ici. On va par exemple avoir un dispositif permettant d'arrêter les comptes chaque mois à M+2, donc 2 jours après la fin du mois, et chaque année au 15 janvier au plus tard. OK? Naturellement, si le directeur financier arrive à faire ça, topissime. OK? Mais on est encore à la formulation d'une ambition et à la déclinaison en objectifs spécifiques, n'est-ce pas? Améliorer la qualité des travaux comptables et atteindre un taux de validation de 90%. C'est-à-dire à chaque fois que tu fais des travaux, tu sors des états, tu fais une balance, tu fais une analyse de compte, bah, on dit que c'est pas bon. Tu vois? Et les commissaires aux comptes perdent du temps, par exemple. Et tu veux corriger ça. Donc, tu veux améliorer cela de cette manière-là. Atteindre des taux de couverture des compétences de 100% ainsi que la pluridisciplinarité. C'est-à-dire qu'on souhaite avoir 100 experts pour chaque compétence critique. Donc, c'est la pluridisciplinarité au sein de notre direction financière et comptable. Ça veut dire quoi? Un contrôle de gestion ne peut pas dire je suis spécial en contrôle de gestion, il ne sait pas faire les paiements, il ne sait pas faire la trésorerie, il ne sait pas faire la compta gênée, il ne sait pas faire la compta métier. Nous, on veut faire moi, en tant que directeur financier, je vais m'assurer que tout le monde au sein de mon entité, eh bien, si j'ai un contrôle de gestion, un trésorier, un responsable des placements ou des paiements, un responsable, un chef comptable métier, un chef comptable gêné, etc., fiscalité, j'aimerais que quand on fait le tour, n'importe qui puisse occuper tous les postes. Pourquoi? Parce que demain, quand ils seront directeurs financiers, ils seront obligés de couvrir tous ces périmètres-là. Donc, et je sais que si je le fais, les gens pourront aller facilement corriger parce qu'ils peuvent être remplacés facilement. Et quand on paie un élément, on sait qu'on peut assurer son intérim, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, un objectif que le DAF voudra réaliser par exemple. Okay? Une amélioration qu'il voulait apporter. Améliorer le type de gestion des paiements et aboutir à 0,01% de retard et d'erreur. L'erreur étant humaine, 0 erreur, ça n'existe presque pas. Il faut laisser. Hein? Mais 0,01%. Améliorer la maîtrise de la comptabilité métier et améliorer le résultat technique et atteindre 100% de taux de réalisation de type de résultat net. Donc voilà des améliorations claires que, sur la base de ce qui a été constaté, le directeur financier veut apporter. On va dire quelles sont les étapes significatives donc, qui doivent être atteintes pour qu'on puisse, du coup, mettre ça sous forme de feuille de route. Qu'est-ce qu'on s'est toujours plaint? De quoi on s'est toujours plaint? Et qu'on veut corriger par exemple. Okay? Allez. Il y a une sorte de... Quels sont les héritages que je vais laisser? C'est là où la formulation de l'ambition va prendre de la valeur. Exemple, réussir à déployer et animer efficacement. Quel est l'héritage que je vais laisser? Okay? Réussir à déployer et animer efficacement un dispositif comptable et financier huilé et proactif avec les expertises requises, une prise anticipée, une prise en charge anticipée autant pour moi de la fourniture des flux du moins et la fourniture de l'information financière et comptable en temps réel, dans le respect des délais critiques, l'élimination systématique des erreurs et une rentabilité de 15% du chiffre d'affaires. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous prenez cette ambition telle qu'elle est formulée, en fait, elle découle non seulement des anomalies ou des insuffisances constatées ici, mais également des améliorations espérées ici. D'accord? Ce que je fais, c'est très simple. Je vais souligner des points et nous allons voir à quoi est-ce que cela correspond au niveau de l'ambition. Exemple, une rentabilité de voilà,
une rentabilité de 15% du chiffre d'affaires. OK? Allez, ça correspond à une amélioration recherchée ici, qui est là. D'accord? N'est-ce pas? Donc, cet objectif, réaliser cette amélioration opérée, permettra de réaliser cet aspect, donc du coup, de notre ambition. N'est-ce pas? Allez, prenons un autre aspect de l'ambition. Les expertises requises. Les expertises requises, n'est-ce pas? Eh bien, c'est connecté à quoi? Un élément d'amélioration ici, c'est atteindre un taux de couverture des compétences. N'est-ce pas? Voilà. Vous voyez? Donc, ce qui se passe ici, c'est qu'en fait, vous voyez clairement que, en tant que manager, je formule une ambition et je connecte cela avec exactement des niveaux de chiffre, des niveaux d'amélioration que je vais avoir qui sont granulés. Donc, des améliorations sectionnées, des jalons qui vont être atteints et des KPI qui vont être réalisés et qui conforteront que je suis en train de réaliser l'ambition. Donc, il y a une connexion entre les enjeux, l'amélioration souhaitée et donc, du coup, l'ambition formulée. N'est-ce pas? OK? Quand on parle de la fourniture de l'information financière comptable en temps réel et le respect des délais critiques, ah ben tiens, voilà, c'est un aspect de l'ambition qui est clairement connecté ici à quoi? Qui est clairement connecté à cette amélioration qui est améliorer le dispositif de gestion des paiements et aboutit à 0,01% de retard et d'erreur. Vous voyez? Donc, c'est cette connexion qui fera que quand on va déployer des projets après, n'est-ce pas? Il va être simple et facile, donc, du coup, de les faire dans le cadre d'une ambition managériale claire, dans le cadre d'optimisation qu'on doit apporter, eu égard à des anomalies, à des insuffisances qu'on a constatées dans une entreprise ou dans un dispositif de management ou de pilotage. OK? Donc, voilà comment on va faire pour formuler l'ambition managériale. Très bien. Eu égard, une fois que cela est fait, eh bien, on va répondre à des questions pour définir les objectifs prioritaires ou priorités. Qu'est-ce que si tu arrives à le mettre en place ou le réaliser, tu vas réaliser finalement ton ambition managériale. Alors, l'exercice est très simple ici. Pourquoi? Parce qu'au moment où nous étions en train de formuler les ambitions, si vous vous souvenez, les améliorations souhaitées, on avait déjà listé, n'est-ce pas, les optimisations qu'on veut apporter en étant spécifique, en ayant des chiffres ou des indicateurs clairs qu'on veut atteindre éventuellement à des dates précises. Donc, c'est ça qu'on a recopié ici pour avoir, n'est-ce pas, les objectifs à atteindre. Alors, en général, quand les objectifs ne sont pas assez affinés comme ça, on va poser pour répondre à d'autres questions pour pouvoir y arriver. Mais la réponse est idem, c'est la réponse qu'on a ici quand on reconduit, n'est-ce pas, en bas. Et eu égard à ça maintenant, on va voir comment on part des objectifs, n'est-ce pas, au projet, n'est-ce pas? Et la question posée ici, c'est comment vas-tu nommer la série de projets ou d'activités qui te permettront de réaliser tes objectifs clés? On prend un objectif, n'est-ce pas? Avoir un dispositif permettant d'arrêter les comptes chaque mois à M+2 et chaque année au 15 janvier. Alors, par rapport donc, du coup à cet objectif-là, le projet, il est là. Alors, on a mis programme parce que c'est une série de projets qui va permettre d'y arriver. On appelle ça arrêter SMART. D'accord? Très bien. Un autre objectif, améliorer la qualité des travaux comptables et atteindre un taux de validation de 98%. Le projet, alors, comme c'est une série de projets, le programme va s'appeler programme travaux comptables 100%. Et le nom qu'on donne à un projet, ça n'a pas d'importance. C'est vous choisissez le nom que vous le donnez. L'essentiel, c'est que le projet ou la série de projets, donc un programme, soit connecté à un objectif. Et une fois qu'on a réalisé le projet, on sait que l'objectif sera absolument atteint. Et l'indicateur de performance fixé va servir de guide, hein, de guillonneur, on va dire comme ça, pour la réalisation de l'objectif. Exemple, un autre objectif, atteindre le taux de couverture des compétences de 100% ainsi que la pluridisciplinarité, 100% d'experts pour chaque compétence critique. Programme tous DFC, n'est-ce pas? Oui. Allez. Donc, comme je dis, c'est des noms qu'on donne, ça peut être fantasy, ça peut être choco, ça peut être personnel, whatever. Améliorer le dispositif de gestion des paiements et aboutir à 0,1% de retard, etc. OK? Programme trésor et paiement 100%. OK? Améliorer la maîtrise de la comptabilité métier, et le résultat technique et atteindre 100% de taux de réalisation de l'objectif de résultat net. Exemple, programme expertise compta métier. Et plus un deuxième programme, rentabilité 15%.
parfois, les noms des programmes, c'est des noms de codes. On aurait pu appeler ça programme ou bien projet Pélican ou whatever. D'accord? Très bien. Donc, nous venons de voir comment est-ce que, n'est-ce pas, on structure son travail de manager en partant des enjeux, n'est-ce pas? En partant des enjeux, eu égard aux améliorations qu'on veut apporter, on va structurer son ambition managériale, on va décliner l'ambition managériale en objectifs spécifiques et on va connecter à chaque objectif spécifique un ou plusieurs projets ou programmes. Et quand on va déployer et réaliser ces projets-là, les anomalies seront. Maintenant, vous comprenez avec moi que l'une des raisons essentielles pour laquelle la plupart des gens voient les anomalies survenir et puis ils corrigent les symptômes. Vous voyez, ils corrigent les symptômes. Ils n'ont pas cette approche programmatique, connectée à une ambition managériale, l'ambition de laisser des résultats significatifs, l'ambition de laisser des systèmes significatifs, l'ambition de laisser des hommes significatifs. On n'a pas cette ambition-là et on n'a pas cette approche programmatique pour prendre en charge de façon structurée et dans le court, moyen et long terme un aspect donné. Qu'est-ce qu'on fait? On engage des actions sporadiques. D'accord? Étant donné que j'ai fait cet exercice ce matin avec un responsable administratif et financier, ben, je suis intéressé éventuellement, et si c'est possible, de vous montrer le résultat final, si je peux rapidement trouver ça. Si je tombe là-dessus, je vous le montre. Si je tombe là-dessus, ben, on va passer à autre chose. Allez, je ne sais pas si je vais y arriver. OK, donc j'y suis. Je ne sais pas si vous voyez le tableau, le diapo. Eh bien, voilà. Donc, les éléments qu'on a vus là-bas, eh bien, nous avons mis ceci, tout ceci, donc, du coup, au propre. Attention, ce n'est pas le bon, c'est pas le bon, c'est pas le bon, c'est pas le bon, c'est pas le bon. Allez, donne-moi un instant pour que je m'assure de vous montrer le bon. Allez, bingo. Je crois que j'ai définitivement le bon. Voilà, donc, du coup, voilà comment est-ce que, avec ce manager, on a fait ce travail ce matin. On a fait ce... Est-ce que vous me recevez? Ben, qui se me reçoit? Allez, on te reçoit 5 sur 5. Et c'est bon, la feuille de route est affichée? Exactement, c'est affiché. OK, donc du coup, avec ce manager, on a fait cet exercice ce matin. Et vous voyez, donc on a pris l'ambition, on a mis là, on a mis les objectifs et chaque objectif est connecté à un programme. Et le next step va être quoi? C'est de prendre chaque programme, identifier les projets, les sous-projets, s'il y en a, ou le projet principal, whatever, et ensuite élaborer et sortir la fiche de projet, okay, le document de projet, et élaborer ce qu'on appelle le game plan, un plan tactique, et le budget, un plan de mobilisation de ressources, etc. Et puis voilà. Et je me mets à engager les actions prévues au day-to-day. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne serai plus là en train d'éteindre des feux à gauche et à droite. Nous, les managers, nous sommes très forts quand il faut éteindre les feux. Nous sommes très forts quand il faut calmer les symptômes. Mais il s'agit, un manager, il doit être impactant dans son approche. Il doit avoir une touche profonde, avec de l'amplitude, avec de la structure et un héritage durable laissé. Mais pour ça, il doit avoir cette approche, du coup, eh bien, projet.